Nous faisons face à la deuxième partie de notre étude, donc de ce plan détaillé illustré, dont nous avons déjà une idée avec la transition que nous avons retrouvée à côté de la conclusion partielle que nous avons faite de la première partie. Et donc, une deuxième idée qui nous amène à retenir essentiellement que la poésie présente des limites. Elle passe pour un art strictement personnel, passif et même improductif. En réalité, à côté de la première partie qui nous a amené à démontrer que la poésie peut être source d'espoir, que le peuple peut compter sur la poésie face à l'angoisse, face à la misère socio-économique, face à l'injustice, face à l'inégalité, on est amené cette fois-ci à montrer en fait les limites du genre poétique face justement à ces mots. Il peut arriver que les mots ne puissent pas aider le peuple ou le poète à faire face aux mots. Et donc, pour prouver cette idée que la poésie présente des limites objectives, j'allais dire, c'est pour montrer en fait que la poésie, quelquefois, est une pratique individualiste. Et comme pratique individualiste, elle peut paraître un travail strictement artistique qui paraît passif, voire improductif. Pour parler de cela, un premier paragraphe où nous retrouvons comme argument l'idée que, d'emblée, la poésie est un repli sur soi, un sentimentalisme, une satisfaction intérieure et personnelle. Donc, c'est à retenir que la poésie apparaît le plus souvent d'abord comme une pratique individualiste. Le poète serait tenté le plus souvent, à travers son œuvre, de se replier sur lui-même, de rester dans sa coquille, dans sa tour d'ivoire, pour justement se couper du monde, pour rester indifférent par rapport au monde et ne pleurnicher que sur son propre sort. Il n'y a qu'à penser à Victor Hugo dans son poème Demain de l'aube, où il le signifie bien que face à la détresse qui l'envahit, c'est-à-dire le souvenir du décès de sa fille, puisqu'il s'agissait de l'anniversaire du décès de Léopoldine, face à la détresse qui le regagne en réalité, dont il se souvient, qui le plonge dans des souvenirs sombres de ce décès, Hugo n'avait envie que d'une chose, c'était de rester replié sur lui-même, de tourner le dos au monde. Et on retrouve cela, une telle attitude, à travers quelques vers où il dit bien que seul, triste, voyez, il marcherait les bras croisés, le dos courbé, pour ne regarder ni l'or du soir, ni les bateaux descendant vers Harfleur. Autrement dit donc, la poésie est l'expression d'une individualité et donc d'une subjectivité. Dans cette posture, le poète n'en tient, comme on dit communément, qu'à sa tête. Il n'y a que sa personne, ses sentiments qui l'intéressent. Et de ce point de vue, l'écriture poétique devient la manifestation d'un désespoir, la manifestation donc de délire de la part du poète. Le poète entre dans une certaine folie en réalité. Voyez. Et pour illustrer cela, nous convoquons Louis Aragon, ce poète surréaliste, qui reconnaît dans son poème Les mots qui ne sont pas d'amour, l'inutilité de la poésie, évidemment, face à la misère, face à l'injustice ou face aux inégalités. Il déclare ceci, donc pour montrer cette inutilité, cette futilité de la poésie, il déclare: ce ne sont pas les mots d'amour qui détournent les tragédies,
ce ne sont pas les mots qu'on dit qui changent la face du monde. Donc pour dire que face au désastre, face à un fléau, face à une calamité, il ne s'agit pas d'écrire, il ne s'agit pas de faire dans le lyrisme, surtout personnel, pour que cette tragédie puisse changer, pour que le monde puisse faire face et donc venir à bout de la misère. Et dans cette dynamique, bien entendu, nous pouvons voir la posture de Hugo dans les contemplations, dans le poème 4, dans le livre 4 précisément, donc le poème 4 du livre 4 de les contemplations. Hugo lui-même semble manifester un certain désespoir à l'annonce du décès de Léopoldine. Et donc, il cède à une folie instantanée en se posant cette question: est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur, le désespoir se lève? Donc, face à l'annonce du décès de Léopoldine, du coup, Hugo s'est senti désarmé, il est tombé dans le désespoir, impuissant qu'il était, et n'a pu s'empêcher de le signifier dans sa poésie. Et donc, de ce point de vue, la poésie devient la manifestation donc d'une impuissance, la manifestation d'un désespoir, à la limite d'une folie. Et de ce point de vue, ce n'est pas dans une telle posture que le poète peut faire face à la misère. Et toujours dans cette dynamique d'illustration, donc cette dynamique illustrative, on peut convoquer un autre poète romantique, Lamartine, qui lui également à son tour avoue la futilité du genre poétique quand il nomme la poésie en ces termes. Parlant de la poésie, il dit cette espèce de chant intérieur qu'on appelle poésie. Vous voyez? Donc aux yeux de Lamartine, la poésie paraît tellement futile, tellement inutile, qu'il l'appelle espèce de chant intérieur. Donc pour en montrer, il en montre largement plutôt les limites. Il en montre largement l'inutilité. Et de ce point de vue, alors la poésie se résume juste à un sentimentalisme, à une satisfaction purement intérieure et strictement personnelle. Et toujours pour maintenir la réflexion par rapport à cette partie, montrant que la poésie présente des limites objectives, un deuxième paragraphe qui a pour argument l'idée que la poésie apparaît comme un simple jeu de langage, comme une peinture ou une sculpture, c'est-à-dire un parti pris esthétique. Donc là, le poète se contenterait de son œuvre, de son texte, comme pour s'amuser avec les mots, comme pour, à la manière d'un artiste, peindre un tableau ou bien faire dans la sculpture pour tailler un objet. Et ceci devient tout simplement, de la part du poète, une façon de contempler son œuvre, de s'en réjouir seul. Donc la poésie devient objet de jouissance personnelle, en réalité. Et pour expliciter cette idée, il convient de préciser que dans cette posture, la poésie vise essentiellement le beau à travers le travail de la forme, à travers l'harmonie rythmique et sonore. Retenir également que la poésie constitue donc un plaisir esthétique, un art impersonnel et impassible, un art désintéressé, futile, voire associant. Donc, dans cette dynamique esthétique purement artistique, la poésie apparaîtrait en réalité comme une pratique impersonnelle, voyez, où n'apparaît même pas les sentiments de l'auteur, quels qu'ils soient, où en réalité il n'y a
aucun ressentiment quelconque qui se manifeste. C'est-à-dire, la poésie devient de ce point de vue anonyme. En réalité, elle se désintéresse des questions sociopolitiques, elle est en marge, à la limite, de ce que vit l'homme au quotidien, au plan social, au plan politique, en réalité. Et pour illustrer cela, nous allons convoquer donc un poète parnassien, le comte de Lille, Charles-René-Marie Lecomte de Lille, qui soutient, je le cite, « L'art est un luxe intellectuel, indépendant de la vérité, de la politique et de la morale, et n'ayant qu'un seul objet, le beau. » Donc, pour prouver que la poésie est juste un travail esthétique, un jeu de langage, un art impersonnel, impassible, pour le montrer, le démontrer, le comte de Lille nous rappelle que donc l'art, la poésie y compris, bien entendu, est juste un luxe intellectuel qui se dégage de l'expression de la vérité ou en tout cas de tout engagement politique ou de l'expression d'une quelconque morale. Tout ce qui l'intéresse, c'est le beau. Donc la poésie, dans cette dynamique, vise la beauté de son texte, beauté formelle, beauté rythmique, beauté sonore, etc. Et donc le comte de Lille, plutôt Théophile Gautier, rejoint le comte de Lille, lui Théophile Gautier, dans son poème L'art, qui est d'ailleurs le manifeste de la théorie parnassienne de l'art pour l'art. Gautier présente la poésie de sa façon générale. Donc, dans son texte, il présente la poésie comme une activité qui n'est possible que par le culte du travail et la technique. Il assimile ainsi la poésie à la sculpture et à la peinture. Voyez, dans ce texte d'ailleurs, on retrouve cette célèbre citation de Gautier qui s'adresse au poète, bon, à l'artiste de façon générale et au poète de façon précise, s'adressant à lui par rapport à son travail. Il lui dit sculpte, lime, cisèle. Vous connaissez bien ce célèbre verbe. Voyez. Donc, pour dire que dans une posture esthétique, la poésie n'a pas en réalité à se mêler de questions sociales ou politiques. Et c'est retenir tout simplement, justement, que la poésie ne devrait servir aucune cause sociale, morale ou encore politique. Elle devrait juste se résumer à la recherche de la beauté. Donc, le poète devient de ce point de vue-là ce qu'on pourrait appeler esthète. Il devient un esthète. C'est-à-dire, il se fait un magicien des mots, un sculpteur ou un ciseleur des formes, un artisan du rythme ou un artisan du son. Oui, cela peut bien d'ailleurs nous rappeler le corpus de notre leçon sur la poésie CFR de Senghor, faisant l'éloge de la femme. Tam tam sculpté, tam tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. Voilà le poète qui se fait donc artisan justement du rythme du son, sculpteur, ciseleur des formes, etc. Et donc nous en arrivons à la dernière étape de notre deuxième partie, précisément le troisième paragraphe, où nous allons voir enfin que le message poétique s'assimile à un mystère. Et donc, de ce point de vue, le message poétique constitue une vérité cachée, une vérité qui est inaccessible au lecteur. Il arrive le plus souvent que la poésie apparaisse comme une vérité, à la limite une réalité inaccessible pour le lecteur, parce que tout simplement, le poète s'inscrit dans une logique en fait irrationnelle.
Et donc, c'est pour dire que la pratique poétique repose sur une démarche métaphysique, donc irrationnelle, comme je le disais tout à l'heure, qui échappe à la raison humaine. De ce point de vue, le poète crée un univers hermétique, fermé, et il tient un langage impénétrable, voire hostile au progrès social. Il devient alors un être marginal, un être incompris de ses semblables humains. Et pour illustrer cela, nous convoquons Stéphane Mallarmé, qui est un chantre du symbolisme, lui-même qui affirme ceci: un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. Donc pour Mallarmé, comprendre un poème, ou comprendre la poésie, nécessite de la part du lecteur de trouver la clé, de trouver le moyen de comprendre ce que le poète veut dire. Donc, c'est pour dire certainement qu'il faut être initié au langage poétique. Il faut être d'abord dans l'univers poétique pour pouvoir comprendre ce que nous dirait un poème, ce que nous dirait le poète. Voilà ce que veut dire Mallarmé. Et retenir d'ailleurs que, aussi bien chez les symbolistes que chez les surréalistes, la poésie se fait une pratique magique, c'est-à-dire une pratique qui propose à l'homme une part immatérielle, surréelle ou surnaturelle de la réalité. Donc dans cette posture, ce que le poète propose au lecteur est inaccessible, c'est de l'abstrait en réalité. Et donc, à dire tout simplement que la poésie apparaîtrait comme une énigme dont la compréhension, l'explication peut-être nécessiterait une initiation de la part du lecteur. Et ceci nous amène justement à conclure cette partie pour dire que, en somme, l'œuvre poétique apparaît sans apport pour l'humanité souffrante, mais il est établi que le poète peut faire revêtir à son art personnel un caractère à la fois esthétique et social. Donc, la conclusion partielle nous amène à retenir que la poésie peut paraître inaccessible, peut être comme donc un secret, un mystère pour le lecteur, et de ce point de vue, elle ne servirait à rien face à une humanité plongée dans le désastre, dans la misère. Et la transition qui nous amènera à enclencher une troisième partie nous amène à retenir cependant que le poète peut en fait donner à son art, qui est un art personnel de prime abord, une dimension à la fois esthétique et sociale. Donc la poésie pourrait assumer à la fois une vocation qui soit certes individualiste, esthétique, mais qui soit en même temps une vocation sociale. Voilà qui fait donc l'objet de cette deuxième partie.